C'est cette caméra-là. Ouais, Ok. c'est cette caméra-là. Bon, allez. Nchango à tous, Mbolani, Maramboura, vous êtes sur Gestor Média, vous regardez le Gestor Show, votre programme préféré. Ici, on parle politique, sport, religion, culture, amour, gloire et beauté, les pains, les plaisirs, comme disait Wills. Et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour un vendredi de plus, un numéro de plus. Et c'est voilà, en compagnie de toute l'équipe, justement, qu'on sera des vôtres pour ensemble discuter de tout ce qui fait l'actualité et son ambiance. C'est mon nom, je ne suis pas tout seul autour de cette table. Elle est avec moi, elle ne me lâche pas. C'est la First Lady. Une fois de plus, elle a un nouveau visage. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Miss Kay, s'il vous plaît? Yes. Hello. Miss Kay, comment tu vas? Ça va, tout doux. La forme. Ça va mieux. Là, Merci. tu as un genre de, tu vois, on dit un genre de Cyndi Lauper, tu vois, mais sans trop de couleurs. Ah, écoute, on va dire que je suis une Cyndi Lauper de 2024. N'est-ce pas? C'est une nouvelle année. You already know. What's going on, bro? Bon, alors, est-ce que tu peux nous présenter le totem de ce plateau? Alors, chers tous, Yeah. comme d'habitude, et à tout... Ah, c'est cette caméra? Et c'est C'est celle-là? C'est celle-là? Ok. Donc, chers tous, je vous présente, comme à l'accoutumée, un des membres les plus iconiques Ah, c'est clair. de ce Elle plateau. est entrée dans la légende, là. Voilà, et elle, c'est So, Tata Soso. yeah, Il n'aime du pas bruit quand on pour- l'ignore. Du bruit pour Soso, parce que lorsqu'on S'il vous l'ignore- plaît. Bah ouais, lorsqu'on l'ignore, Elle bouge tombe. sur le plateau, elle tombe, elle Elle n'aime renverse pas tout. ça. Voilà, c'est un esprit. Voilà. C'est la grande muette. C'est le Flower Boy, c'est celui qui met de la lumière, de la gaieté dans le cœur. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Sauf quand on Solomoni. l'embête. Oui, sauf quand on l'embête. Solomoni, comment tu Yeah, vas? Ça va bien, je suis à la place du propriétaire des pains qui est actuellement en en quête d'une nouvelle recette de pain. Je pense qu'il y a pénurie de farine en ce moment. Là, il est en train de réfléchir sur une nouvelle variété de pain. Il nous a sorti le sempiternel pain il y a 2 semaines. Et après, il y a eu quoi déjà? Le pain béni. Il y a eu le pain béni. Voilà. Donc voilà. Là, je crois qu'il cherche une nouvelle farine pour une nouvelle variété. Yeah. Certainement. Bon, allez, je pense que là, le décor est planté. Et là, je m'en vais présenter notre invité parce que aujourd'hui, nous recevons un écrivain et il s'agit de Monsieur Langui Wissi Divugou qui vient nous présenter le premier tome du livre Il était une fois Oumar. Bonjour, Monsieur Langui Wissi. Bonjour monsieur, Comment allez-vous? ça va. Content d'être ici et avec des personnes aussi pleines d'énergie, je pense que ça On va faire du bruit pour l'invité, s'il vous plaît. Alors, comment se prépare enfin, cette nouvelle année? Quelles sont les perspectives pour vous? Vous avez un nouvel ouvrage? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'il est reçu? Parce que ça fait quand même un bon moment qu'il est sorti. Il est sorti en octobre, le 1er octobre, en France d'abord. Et puis pour des soucis de logistique, il est arrivé au Gabon en novembre. D'accord. Il a été présenté donc le 10 novembre à l'Institut français du Gabon. Mhm. Et les retours pour le moment, j'en ai quelques-uns, et pas qu'au Gabon, j'en ai quelques-uns en France, au Sénégal aussi. C'est prometteur parce qu'a priori, c'est mon premier livre. Enfin, le premier livre sorti. D'accord. J'en ai quelques-uns cachés encore, qui ne Enfin, sont pas encore officieux. sortis. Donc, j'en ai même un qui m'a dit « Ah tiens, c'est ton premier livre, waouh !» Donc, j'espère qu'il va continuer son bonhomme de chemin, vu qu'il s'agit d'un chauffeur de taxi. On suppose qu'il a du chemin à faire, ce Ah, mais chauffeur de clairement. taxi. Clairement. Clairement. Donc, je Clairement. lui souhaite d'éclater son kilomètre. Uh-huh. Et voilà, c'est le tome 1. Il y en a d'autres qui sont prévus. Alors, à la lecture du livre, il y a vraiment une ambiance pesante dans le livre. On a même l'impression par moments qu'il s'agit d'une sorte de polar, mais sans qu'il y ait un enquêteur derrière. Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était voulu? Non, polar, pas du tout. Vous savez, quand on écrit, je pense que tous les écrivains ont le même souci. Arriver à sortir vraiment ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et une fois que c'est sorti, que c'est mis sur papier, chacun l'interprète à la mesure de ses propres subjectivités. Bien sûr. Et du coup, le roman peut revenir avec des idées que l'auteur n'avait même jamais envisagées. C'est ça qui est magnifique en fait avec l'écriture, c'est que les retours sont divers et variés. Bien sûr. Et moi, j'ai une question là qui vient de me venir. Au départ, j'avais envie de demander pourquoi le personnage principal est Oumar malien.
Mais vous avez sorti le livre d'abord en France. Est-ce que c'est pas un peu calculé? On sait que les rapports entre le Mali et la France, c'est chaud en ce moment. Vous sortez un livre d'abord en France dans lequel le personnage principal est malien. Vous êtes gabonais. Et l'auteur est friand de géopolitique. Voilà, je ne veux pas faire comment on les appelle Non, je vois, j'anticipe un peu la question. Allez. Mais en théorie du complot. Voilà. En vérité, la vie, c'est vraiment un voyage fantastique parce que lorsque j'ai commencé à l'écrire il y a à peu près 5 ans, c'était en 2024, donc 6 ans, il n'y avait pas tous les remous entre la France et le Mali. Il n'y avait vraiment pas ça. Et je ne pouvais pas imaginer qu'en 2019-2020, il y aurait IBK qui soit renversé, divers coups d'État, et puis aujourd'hui, la situation est ce qu'elle est. Donc non, j'ai choisi Oumar malien, parce que je voulais faire un parallèle assez fort entre une société traditionnelle musulmane avec certaines valeurs très fortes, et puis notre société gabonaise ici, et comment un jeune homme issu de ce milieu-là, mais en fait qui a grandi ici, comment est-ce qu'il vit ça? C'était l'objectif. Quel effet ça a sur lui? Comment il continue de s'approprier de ses valeurs tout en évoluant dans son nouveau monde. On voit bien qu'au final, malgré toutes ces valeurs, il est perverti, le cher Oumar. Perverti, moi je ne sais pas. C'est une question de point de vue, madame. Bon, alors... on va considérer qu'il fait des expériences comme tout le monde. Exact. Il fait des expériences, il doit en apprendre nécessairement de certaines pour pouvoir évoluer. Alors, dans le livre, on suit Oumar dans son quotidien de chauffeur de taxi, et on est vraiment plongé dans le quotidien de ce chauffeur de taxi, pour le moins attachant, parce qu'il va passer par un certain nombre d'expériences. Et Libreville, dedans, est décrit comme une sorte de Gotham City, j'aime envie de dire, où il y a plusieurs vices, la prostitution, l'homosexualité et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en perspective? En vérité, il fallait que l'histoire se déroule dans un cadre réel. Il fallait que ça cadre un petit peu avec la réalité. Et la réalité de Libreville, je crois que c'est ça. Il y a des fous qui se baladent dans la rue, on en voit dans le livre. Il y a des fantômes qui montent dans les taxis. Il y a des histoires de fantômes dans les taxis, on en a dans le livre. Voilà, il y a des taxis des chauffeurs de taxi, pardon, qui ont des aventures avec leurs clientes. On en a dans le livre aussi. Donc voilà. Oh, ça, c'est courant. Donc voilà. Je crois que... Est-ce que, après, c'est peut-être une question de point de vue, mais est-ce que pour vous, vous n'avez pas peur que ça en fasse un peu trop? Parce que c'est quand même que des thèmes forts. On parle de prostitution, on parle de sida, on parle d'homosexualité, on parle de religion. C'est quand même que des thèmes forts. Est-ce que c'est pas difficile à digérer quand c'est autant de thèmes forts en même temps pour un lecteur? Non, parce que des retours que j'ai eus jusqu'à présent, ça s'imbrique assez bien dans le récit. Oumar fait plusieurs allers-retours dans sa pensée entre le village dans lequel il est né s'appelle Tienfala. Donc, il a plusieurs retours dans sa tête entre son Tienfala natal et les habitudes qu'il avait là-bas, l'éducation que ses parents lui ont transmise, et ce qu'il vit dans sa vie de tous les jours à Libreville. Et donc, je crois, des retours que j'ai eus, ça s'imbrique assez bien. C'est assez facile à lire même. La plupart des gens qui ont lu m'ont dit que c'était assez facile à lire. Je prends le temps, je crois, et ça aussi, ça fait partie des retours que j'ai eus, je prends le temps de planter le décor, de présenter les personnages à la fois psychologiquement et physiquement, et aussi les cadres dans lesquels ils sont. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai beaucoup aimé ta description. Est-ce que vous pouvez parler juste un peu plus dans le micro? D'accord, désolé, hein, c'est ma première expérience. Voilà. Il y aura forcément des petits... Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais j'ai beaucoup aimé ta description des quartiers. J'ai souvent entendu ça, la façon dont tu décris les quartiers, comment tu leur prêtes des histoires que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc voilà, je crois que tout ceci est assez... Quand c'est écrit comme il faut, je crois que ça se digère assez bien. D'accord. Et, pardon, je pense qu'on a oublié un petit détail quand même. Ce serait de faire un petit résumé, selon vous, bien évidemment, à ceux qui nous suivent. Sans spoiler. Sans spoiler, vraiment.
Voilà. Au-delà du chauffeur de taxi, on sait déjà que le personnage principal, c'est un chauffeur de taxi, mais comment vous pouvez, en quelques phrases... En quelques phrases, ça va être très simple. Omar, c'est un jeune chauffeur de taxi qui arrivait à Libreville, il avait 8-9 ans, parce que ses parents au village n'avaient pas les moyens de lui donner une éducation qu'ils jugeaient de qualité. Donc ils ont expatrié son grand frère Seydou en Europe, et Omar ici à Libreville, parce qu'il y avait de la famille ici à Libreville, son oncle notamment. Et il arrive tout petit, élevé par cet oncle qui est très rigoureux avec lui, qui est un excellent professeur, parce que son oncle est professeur au lycée Léomba. Et cet oncle-là, paradoxalement, à tout ce que je viens de vous dire, il a une vie un peu débridée. Il est arrivé à Libreville, il est jeune, il embrasse la vie librevilloise telle qu'on la connaît, avec tout ce que ça implique, telle qu'on l'imagine au début des années 90. Donc, il est plongé là-dedans. Il y a une maladie qui n'est pas aussi bien soignée qu'aujourd'hui, qui s'appelle le VIH, qu'il va attraper à cause de cette vie un peu décousue. Et il ne va pas assumer sa maladie. Avec tout ce qu'on savait de la maladie à l'époque, en tout cas, il y avait cette honte-là de la voir. Ça se vit peut-être un petit peu mieux aujourd'hui parce qu'il y a plus d'accompagnement, les médicaments sont plus disponibles. L'oncle ne va vraiment pas assumer ça et il va se laisser mourir. Omar a déjà un peu grandi puisqu'il est en terminale à ce moment-là. L'oncle va se laisser mourir, va dépérir. Omar va être obligé de grandir en maturité assez rapidement pour s'occuper de cet oncle-là jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et après, il a son bac à passer, il passe son bac, il réussit son bac. Il n'a plus les moyens, vu que son oncle n'est plus là et ses parents n'ont pas les moyens de toutes les façons. Il ne peut rien faire d'autre que de chercher un travail. Et comme c'est quelqu'un qui a un esprit assez aventureux, il se lance dans le taxi. Et son histoire commence là. Il épouse sa femme, ils font 2 enfants, il a une vie relativement correcte jusqu'à ce que les vieux démons finissent par le rattraper. Jusqu'à ce qu'il tombe sur Fille Claire. Ah, on souffre au quartier Fille Claire. J'avais pas fait le lien. On doit se méfier des biscuits sur le plateau, les mecs. Non, vous savez que je suis un ange. Ouais, bien sûr. Un tout autre personnage va faire son entrée dans l'histoire. Il s'agit d'Emmanuel. Et là, Emmanuel qui arrive et qui va relancer l'intrigue d'une certaine façon. Ça met aussi en perspective l'impact des relations extra-conjugales dans la cellule familiale. Qu'est-ce que vous avez voulu justement mettre en avant lorsque vous avez fait entrer ce personnage féminin qui va venir chambouler le bon déroulement, on va dire, bon, enfin, bon déroulement j'ai envie de dire, mais voilà, le déroulement de la vie de d'Omar qu'on suit. Qui, rappelons-le, est un homme marié qui a 2 enfants. Voilà, dont il doit s'occuper. Alors, il y a quelque chose que j'ai peut-être oublié de dire tout à l'heure, et qui m'a aussi été dit par un lecteur, c'est le caractère quasi ambivalent de tous les personnages dans le livre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté que de bonnes personnes et de l'autre que des mauvaises personnes. C'est pas binaire. Hein. Chacun de nous a un peu des deux. Exact. Et à un moment donné dans le livre, je parle même de ce symbole du yin et du yang qui correspond bien à la situation de tout un chacun, non seulement des êtres humains, mais de toute la nature en général. Il y a le ciel, il y a la terre, le soleil, la lune, etc. Et donc, Omar tombe sur Emmanuel, qui est une dame tout à fait charmante. Genre Misquet, quoi. Exactement. Fille Claire. On croirait que c'est sa petite sœur. Selon la description. Et là, ça sort de la bouche de l'auteur. Et là, ça sort de la bouche. Claire, on vous dit Fille Claire. Et là, ça sort de la bouche de l'auteur. Et donc, il la rencontre. C'est le genre de beauté dont il n'est pas possible de ne pas être ému. Ah, c'est clair. C'est pas possible. On est forcément ému en la voyant. Why are you guys looking at me? Like... Et donc, Omar la rencontre. Évidemment, il est ému. Il tente une petite drague qui n'a pas beaucoup d'effet. Un peu maladroite. Qui n'a pas beaucoup d'effet sur le coup. Sauf que notre très cher Emmanuel traverse une situation de couple extrêmement dégradée. Extrêmement dégradée. Et un moment de faiblesse, un jour, bah écoute, elle va appeler ce chauffeur. Elle va appeler ce chauffeur. Et voilà. Ils vont appuyer sur le champignon. Tuer le pain. Quel peut être l'impact de relations extra-conjugales? En tout cas, dans le livre. Ah, dans le livre, c'est une catastrophe parce que je ne peux pas spolier, je ne peux pas trop en dire, il faut le lire.
Mais ce qui arrive à Oumar n'est pas enviable. Personne n'a envie de traverser ça. Mais le besoin de mettre ça en avant, est-ce que c'est quelque chose de personnel ou Ah, Dieu merci, non. En gros, Dieu merci, non. Même si plus jeune, oui, évidemment, on a pu faire des expériences qui n'étaient pas toutes heureuses. Il y a eu quelques cœurs clashs, brisés. hein, ça arrive sur la route. Mais non, Dieu merci, non. Mais c'était important pour moi parce que en construisant le livre, il y a aussi cette volonté de raconter des histoires réelles. Yeah. Quand je dis histoire réelle, c'est vraiment des histoires de gens. Mhm. Que je connais, soit que je connais par l'intermédiaire d'une personne. En vérité, quasiment tout ce qui se passe là-dedans est inspiré de choses vraies. des choses vécues. Ok. Moi, ce que je veux savoir, c'est que du coup, là, on a un homme qui a tout fait après, donc, comme vous l'avez si bien résumé, une enfance assez compliquée pour avoir de quoi nourrir, prendre soin de sa femme et de ses enfants, donc de sa famille. Et qui, étant un homme et un homme africain en plus, s'éprend d'une autre personne. Et au final, cette femme-là aussi est mariée. Donc, pourquoi est-ce que... Enfin, je veux savoir, du coup, c'est seulement sa vie à lui qui bascule par rapport à cette infidélité, ou du côté de la femme aussi, il y a une incidence. Et là, Misquet, vous me demandez de trop en dire. Spoil alert. Vous me demandez de Spoil trop en alert. dire, mais évidemment, parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis très intéressé par le fait de décrire les personnages dans leur psychologie. Et légitimement, ça aura un impact sur sa vie, légitimement. D'accord. Ok. Alors, un des aspects que vous mettez aussi en avant dans le livre, c'est le fait de prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est-à-dire que les décisions qu'on prend ont un impact, que ce soit à court, moyen, long Naturellement, terme. ouais. C'était quoi l'objectif lorsque vous avez... Parce que je crois que ça concerne tout un chacun. Je crois que dans notre parcours de vie, du moment où on est jusqu'au moment où on s'en va, il arrive un moment où on doit apprendre. Le petit enfant apprend à marcher, il mange, il apprend à écrire, il apprend à parler, etc. Il apprend à lire, jusqu'à devenir ce qu'il va devenir en tant qu'adulte. Des fois, on échoue, des fois, on réussit. Ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à se souvenir de ces échecs et faire en sorte que ça devienne une force pour avancer. Et c'est ce qui a construit ma plume pendant tout le travail d'écriture, parce que ça ne se voit pas encore dans ce tome 1, parce que c'est le tome 1, mais il va devoir se relever de ses échecs et apprendre de ça D'accord. pour Et, devenir une meilleure personne. juste pour clôturer, on va dire ça comme ça, la première partie, est-ce que du coup vous pouvez dire un dernier mot, et surtout où est-ce qu'on peut se procurer Bien sûr. et à combien? Bien. Alors, il est disponible à la Maison de la Presse actuellement, à 22 000 francs. J'en ai aussi quelques exemplaires avec moi, un petit peu moins cher, à 18 000 francs, pour des raisons commerciales. Ok. Et le dernier mot avant la mi-temps, c'est j'ai hâte d'attendre la suite, quoi. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a déjà une sortie officielle de l'œuvre? Oui, on a fait une sortie au CCF, le tout premier café littéraire, qui a eu lieu le 10 novembre, là, il y a quelques mois. Et oui, je crois que ça s'est bien passé. Très bien. Bon, Misquet, on a notre exemplaire. Bien sûr. Ça, c'est- Déjà dédicacé. Ça, c'est le mien. Non, j'en ai dans la voiture. J'en ai un dans la voiture. Ça, c'est le mien. J'ai pris des notes même de retour de lecteurs. Oui, c'est ce que vous voyez, hein, les petits post-it là. C'est les retours de différents lecteurs. Là, je vois Ambivalence. Là, je vois L'homme noir. Parce on n'a pas le temps d'en parler, évidemment. Mais il y a des questions qui sont très actuelles, comme l'émancipation de l'homme noir, le fait qu'on doit sortir de certaines réalités qui nous esclavagisent encore aujourd'hui. On doit sortir de là, tout simplement. C'est pas normal qu'un continent comme le nôtre, qui, de mon point de vue, est probablement l'un des plus riches du monde, soit dans cette situation sociale et économique là, quoi. Donc il y a plusieurs dimensions, une dimension sociale, une dimension Exactement. spirituelle, une dimension Exactement. politique même dans le Exactement. livre. Exactement. Très bien. Bon allez, Misquet, on va dire au revoir à notre invité.
tout en espérant le recevoir pour le tome 2. Bien sûr. L'aventure d'Oma. Merci. C'est ça. Bon, allez, la famille, on se retrouve. Ouais, c'est cette caméra-là. On se retrouve en deuxième partie. On continue le Gestor Show, bien sûr, avec toute l'équipe. Merci. C'est Telinski Meignet, je suis photographe professionnel ici au charbonnage. Moi je pense que c'est une bonne chose parce que quand le gaz était à 6 000, il y avait moins de personnes qui pouvaient s'approprier ce gaz-là. Et comme c'est en baisse, c'est quelque chose qu'on produit ici au Gabon. Donc la baisse de ce produit-là, ça nous fait du bien à nous, la population, à nous les gens qui nous cherchons, comme moi. Donc si je peux pas me permettre de gagner 6 000 francs et les 6 000 francs partent dans le gaz au fait. Et la nourriture, je paye ça comment? Or que quand ça baisse à 4 000, j'ai encore 1 000 francs pour payer 1 kilo de poulet, de cuisses dures et tout pour pouvoir m'en sortir, vous voyez un peu. Donc c'est une bonne chose et ça me fait plaisir. Je pense que c'est une bonne chose. À ce moment, beaucoup de choses sont chères, c'est un peu chaud de se débrouiller dans le pays et tout. Donc, bon, même si c'est 1050 francs de mois, c'est quand même important. Ça nous permet d'avoir un pouvoir d'achat supplémentaire et de faire plus d'économies. Parce qu'en ce moment, bon, payer le gaz à 6 000, non, sérieusement, c'était même pas d'abord bon. Là, quand même, au moins, on peut faire plus d'économies. Voilà, c'est bon. En tout cas, c'est une bonne chose. Hein, c'est une bonne chose. On espère que bon, il y a plus de choses qui vont diminuer parce que, voilà, le côté alimentaire, c'est compliqué en ce moment. Il y a trop de choses qui sont chères. Trop de choses, les fruits, tout. Il y a des trucs qu'on a localement, qu'on peut consommer, mais voilà, on y importe trop. Ça fait que tout devient cher. Oui, je me nomme Alphonsine. Mais c'est une très bonne affaire parce que tout simplement, la réduction du prix du gaz va nous permettre d'alléger aussi nos petites dépenses parce que le panier de la ménagère aujourd'hui est quasiment superflu pour nous les femmes au foyer parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et si on arrive à baisser même, ne fût-ce que de 1000 francs, c'est déjà beaucoup pour les foyers. Ça a un grand impact sur les foyers. Je me prénomme Timothée. En fait, c'est une très bonne chose pour moi. Déjà, quitter de 6 000 à 4 950, c'est déjà bon, beaucoup. Ouais, disons 1050. On peut faire beaucoup avec 1050. Donc, on peut même acheter 1 kilo de riz et plus la bouteille de gaz encore. C'est une très bonne chose et je dis merci au président de la transition. Allez, vous regardez toujours le Gestor Show. Toute l'équipe est là. Et là, enfin, j'ai présenté Miske et Solomoni en première partie d'émission. Et là, je m'en vais introduce to y'all le propriétaire de tous les pains. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Mr. Weeds, s'il vous plaît? You already Moi-même, know, bro. j'applaudis pour moi parce qu'il y a trop d'amarras sur ce plateau. Bref, Bref, qui t'a marre? comme tu sais, Et bro. qui c'est, Je Solomoni? ne vais pas citer les noms, mais tu connais. Toujours dans ce qu'on sait faire, hein. Les pains et les plaisirs. Bon, alors, 2024, on commence. C'est comment, man? Miske disait tout à l'heure qu'elle te soupçonne d'être voilà, dans train une de sorte chercher une de nouvelle retraite Oui, parce que spirituelle je suis pour sur, trouver. je suis sur la composition de la farine de manioc. J'en parle depuis 2023 et sache que c'est bon. Donc, il y a de nouvelles variantes de pain sur le marché. Toi-même, tu sais, cette année encore, ça Le va pain être en date, c'était quoi déjà, le Miske? pain béni. Pas béni. Ceci est mon corps. Donné pour vous, livré pour vous. Voilà. Les initiés savent, mais toujours le pain s'il y a. Le pain que tu chopes, mais les gens ne savent pas que tu chopes. Tu vois, non? 2024, on va aller sur le fait de doubler les pains s'il y a maintenant. Parce que je pense qu'un pain s'il y a, c'est plus assez. En double maintenant. On est tous le pain. On est tous le pain s'il y a de quelqu'un. You already know. You already know. No comment. C'est bon, c'est bon. On va arrêter. En tout cas, je suis content d'être là. Ok. Bon, allez, on va parler d'un sujet social. Donc, on ne peut plus sérieux. Lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, le président de la transition, chef de l'État, son excellence Brice Clotaire Oligui. Hola. Comment? Regarde. Hola. Brice Clotaire Oligui Nguema avait annoncé un certain nombre de mesures visant à améliorer le quotidien des populations, parmi lesquelles un accompagnement pour les entrepreneurs, des constructions de logements sociaux, le paiement des rappels, pensions, etc. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la réduction du prix du gaz qui passe de 5 950 à 4 950, soit une baisse de 1 000 francs. Mesdames et messieurs, quel impact ce changement peut avoir sur le panier de la ménagère? Alors, Miske, qu'est-ce que ça t'évoque, cette baisse de prix du gaz? Bon,
Écoutez. Déjà, 1000 francs, c'est clair que c'est pas négligeable. On sait déjà que tout le monde se plaignait de la cherté du gaz, étant un pays producteur de pétrole et ayant autant d'entreprises, de raffineries, etc. au Gabon. On ne comprend pas trop pourquoi est-ce que le gaz et l'essence coûtent aussi cher. On connaît des pays où le gaz, l'électricité, l'essence, etc., le carburant, etc., coûtent pas grand-chose. Pas grand-chose. On peut dire même que c'est une gorille parce que, justement, ce sont des pays producteurs de pétrole. Mais au Gabon, on en est encore à se gratter la tête pour acheter une bouteille de gaz. 1000 francs, c'est pas négligeable, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est la priorité aujourd'hui de parler de la baisse du prix du gaz? Est-ce que c'est réellement impactant pour le panier de la ménagère? Est-ce qu'il n'y avait pas justement d'autres aspects de ce panier de la ménagère qu'on pouvait toucher en amont du prix du gaz? Parce qu'il y a des foyers qui aujourd'hui, c'est vrai, on est à Libreville, on a l'impression que tout le monde est moderne et tout, mais pas loin de Libreville, il y a des gens qui ne préparent plus au gaz et qui s'en foutent un peu. Au feu de bois. Voilà. Après, je pense que ce que le gouvernement en place a voulu faire, c'est aussi de prendre, de toucher ce qu'il pouvait contrôler. Parce que si on parle par exemple de la nourriture, on ne produit pas énormément de choses. Donc on ne peut pas avoir la même mise sur les prix qui se font au niveau de la nourriture. Sur le gaz, c'est beaucoup plus direct. Donc je pense que c'est pour ça que le gouvernement a préféré agir là-dessus. Moi, je pense que ce n'est pas totalement vrai. Parce qu'en vérité, la cherté des produits importés dépend des taxes qui sont imposées. Donc, si l'État décide de réduire le coût des taxes, à ce moment-là, importer ou pas, la nourriture va coûter moins cher. Mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux de développer une économie qui ferait en sorte qu'on produise de la nourriture au Gabon? Bien sûr que ce serait peut-être ça la solution, parce que aller vers c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est une décision qui est venue parce que c'est ce qu'ils peuvent contrôler tout de suite. Baisser les taxes, je suis d'accord, mais si c'est pour toujours être dépendant de l'extérieur, ça ne change pas vraiment quelque chose dans la vie des gens. Non, moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait investir dans développer l'agriculture, développer les industries, l'industrie alimentaire au Gabon, pour qu'on arrive à produire certaines choses. Et là, on va arrêter de dépendre de ce qui se fait de ce qui se fait dehors. Mais le gaz, moi quand j'ai entendu quand j'ai écouté le discours et la mesure de baisser le prix du gaz, j'étais content parce que je me suis dit, enfin, voilà quelque chose de concret. Voilà une mesure concrète. C'est quelque chose qui touche directement les Gabonais. Quand on diminue le gaz, ça impacte directement la poche des Gabonais. Maintenant, naturellement, on en attend beaucoup. Et c'est normal parce que le pays sort d'une situation, d'un régime qui était, comme il était. Donc, merci d'avoir pensé à ça. Maintenant, on en attend plus pour 2024 et pour le temps que le CTRI sera là. Mr. Wills, qu'est-ce que tu en penses? Quel est le regard que tu portes sur... Écoutez, moi j'ai un regard, je dirais comme un consommateur normal, comme un Gabonais, et moi je suis vraiment satisfait de cette mesure, parce que comme Solomoni disait déjà, c'est concret, et puis c'est vrai que ça fait longtemps que quand même cette histoire d'inflation sur des produits, tu vois, qui sont essentiels pour les Gabonais dure. Et on se disait que c'était comme ça devait aller encore crescendo parce qu'il n'y avait pas de solution qui était proposée. La dernière solution de l'ancien gouvernement, c'était la mercuriale des prix qui n'a pas franchement fonctionné et qui n'a pas été présente sur le long terme. Là, c'est une action concrète et il faut dire que quand même le CTRI fait pas mal de choses qui vont quand même dans le bon sens. Il y a des actions assez concrètes qui sont sur le terrain. Et comme Solomoni disait, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on en attend beaucoup plus, notamment sur les produits de première nécessité, sur le fait que vraiment on puisse avoir un pouvoir d'achat un peu plus conséquent. Mais déjà, c'est quand même quelque chose à féliciter. Et franchement, pour l'instant, ça va. Par contre, oui, quelque chose que je tiens à dire, c'est que les revendeurs, ils ont acheté leur stock au prix d'avant. Maintenant qu'on a homologué un nouveau prix,
comment ces gens-là font? Est-ce qu'ils vendent au nouveau prix et donc font des pertes? Ou ils vendent Est-ce que le CTRI, est-ce que le gouvernement a pensé à donner un délai, un temps pour qu'ils évacuent le stock? Ou des compensations. Ou des compensations. Ouais, le communiqué est sorti dès le premier, donc s'ils ont du temps, je ne sais pas, mais est-ce que... mais je pense que le gouvernement doit penser à ça. Parce que ça met les gens dans les quartiers en conflit avec les boutiquiers pour rien du tout. Bien sûr. Après, la population d'ailleurs, il y a plusieurs retours comme ça. La population ne comprend pas que si tu vas chez le boutiquier aujourd'hui et qu'il te vende la bouteille toujours à 6 000, c'est parce qu'il l'a acheté au prix qu'il y avait avant. Après, là, tu as des hypothèses. Soit, effectivement, le gouvernement s'est d'abord entretenu avec les acteurs justement du domaine pour pouvoir pallier à cette situation. Soit il est juste venu nous annoncer ça comme ça, en fait. Et le deuxième cas, quand même, serait très dommageable, comme tu dis, puisqu'il y aura effectivement beaucoup d'effets sur le terrain. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'il puisse quand même venir annoncer ça comme ça, sans s'être entretenu. Parce qu'il y a une note qui est sortie juste après. Je ne pense pas. Mais après, je pense qu'il faudrait dans toutes les actions de ce genre qu'on pose, il y a des gens qui sont directement impactés. Ces gens-là peuvent être impactés positivement, donc les foyers, ou négativement comme les revendeurs. Mais il faut pouvoir laisser une marge de manœuvre à ces gens-là qui seront impactés négativement, justement. Pourquoi ne pas donner des délais? On sait qu'en général, quand il y a des nouvelles lois ou des choses comme ça qui sont dites ou qui sont faites, on dit, bon, à partir de tel moment, avec bien sûr une marge de manœuvre, voilà ce qui va se passer. Donc, on aurait laissé 1 mois, 2 mois, je ne sais pas, au boutiquier. Ça c'est si, en fait, ils ont décidé. Après, ces questions-là sont urgentes, hein, Misquet. Et puis, après aussi, le délai des acteurs peut varier. Hein. Quelqu'un peut avoir un délai de 3 mois, d'autres de 6 mois, d'autres de 12. Bon, enfin, on va mais qu'on leur donne justement un délai fixe. Qu'on leur dise, on vous donne 1 mois jusqu'au 1er février 2024. Pour écouler toutes vos bouteilles. Le gaz reste au prix normal. Mais dès qu'on arrive à compter du 1er février, il passe à 4 950. À ce moment-là, il fait tout pour écouler son stock et il sait que de toute façon, le reste ira dans les pertes et profits. C'est tout. Après, je pense, hein, normalement, je pense qu'il y a eu conciliation. Maintenant, dans le cas contraire, c'est assez dommageable, j'ai envie de dire. Mais bon, allez-y, posez la question aux consommateurs. Yeah. Ok, bon allez, je pense que là, on est tous... Bon, on n'est pas unanime. Non, on n'est pas. Ça va. Hein, on n'est pas unanime sur cette table. On est unanime. On a coupé la part en deux. On est unanime sur le fait que ce soit une bonne chose. Voilà. C'est une bonne décision. Maintenant, où on n'est pas unanime, c'est est-ce que réellement c'était une priorité? Est-ce que c'était la chose à faire à ce moment-là? Pour cuisiner, il faut le gaz. Mais non, mais c'est ce que je disais tantôt. Moi, je viens j'ai passé le week-end au village. Et on n'a pas il n'y a pas de gaz là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, effectivement, si il n'y a pas de bouffe à mettre au feu, gaz ou pas, on mange pas. Voilà. Oui, mais bon, c'est un début. Je pense que allez, on commence comme Solomoni disait parce qu'on peut maîtriser. Et puis c'était aussi quelque chose. Alors, faut pas oublier qu'il y a quoi? Je pense qu'il y a 2 mois, il y a une usine de traitement de gaz qui a été inaugurée justement par Oligui. J'ai dit comment on dit Oligui par le président de la République. Par le président de la République. Et donc, je pense que c'est dans la même démarche. Donc, on voit que c'était quelque chose qui était assez travaillé. Je pense que c'était prévu comme ça parce que je crois que l'usine va réduire, je crois, de 50% les importations de gaz, quelque chose comme ça. Donc, on voit que il y a des choses qui se font. C'est dans un domaine où il y a un projet. C'était prévu, c'était maîtrisé. Il pouvait justement impacter directement dessus. Donc, je pense que c'est juste logique, quoi. Et on attend justement les autres. Parce que, encore une fois, il y a trop de projets pour moi qui sont la charrue avant les bœufs, quoi. On parle de Libreville 2 alors que le Libreville dans lequel on vit n'est même pas encore un ghetto à ciel ouvert. N'est même pas encore une ville en tant que telle. On parle de plein de choses où pour moi en amont il y a des choses à régler et on va déjà en aval en fait. Oui, donc après, la bouteille de gaz c'est bien mais les gars, réduisez les taxes. C'est pareil, c'est ce dont on parlait par rapport à l'âge des voitures. Voilà, on peut mettre... Là, j'ai vu que c'est passé à 10 ans.
Mais au final, vous allez même faire passer ça à 20 ans et on va vous vendre des carcasses, mais toujours à des prix trucs, parce que les taxes ne changent pas. Essayez de réduire les taxes imposées. Dès qu'on a des taxes un peu plus raisonnables, je pense que tous les produits importés ou pas auront des coûts raisonnables. À ce moment-là, le panier de la ménagère sera réellement impacté. Et même l'entrepreneuriat tant prôné sera un peu plus impacté. Parce que je suis désolée, aujourd'hui, quand on ouvre une entreprise, au bout de 5 ans, tu te retrouves avec des impôts et des taxes, tu te dis, j'aurais mieux fait de vendre au noir. Lors de son discours, je pense qu'ils sont en train justement de tabler dessus. De toute façon, le président a rappelé lors de son discours que tout le monde ne peut pas aller à la fonction publique et que par rapport à l'entrepreneuriat, il est en train d'instruire justement le gouvernement à mettre en place un cadre qui puisse favoriser ça pour les Gabonais. Je pense qu'il y a des dossiers, chaque dossier a sa particularité, chaque dossier a sa marge de manœuvre. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il se pose. Et donc, je pense que ça se fera. Moi, en tout cas, je suis confiant au vu de ce que j'ai déjà vu. Parce qu'en quelques mois, moi aussi, on a quand même beaucoup vu. En tout cas, en 7 ans, on n'a pas vu un certain nombre de choses. C'était Riosu. Bon, allez, Solomoni, est-ce qu'on a droit à la minute Afro Vibe? Absolument. Bah voilà. Allez, zoom sur Solomoni pour la minute Afro Vibe. La minute Afro Vibes, aujourd'hui, on s'en va au Nigeria. Dans la nuit entre quand on est passé du 31 décembre au 1er janvier, il y a le chanteur nigérian Johnny Drill qui a sorti un album live. Un magnifique album live. C'est très... Allez-y, écoutez. Vous allez vous demander, est-ce que c'est vraiment un Africain? Est-ce que c'est parce que c'est vraiment, c'est alternatif, c'est beaucoup de mélange. Et il fait des reprises aussi. Dedans, il reprend une chanson de, comment ça s'appelle, Life for Rent de Dido. De Dido. Oh, j'adore. De Dido. Il reprend aussi You Are the Reason de Callum Scott. C'est incroyable. Allez-y, écoutez ça. C'est mon coup de cœur du début de l'année. Allez-y. Callum Scott, qui est un chanteur de jazz, il me semble. Non, il fait de la pop. Ah, il fait de la pop. Ouais, je pense que j'ai écouté un chanteur de jazz qui avait un nom similaire. Bon, allez, puisque c'est toi qui as la parole, tu vas clore. Tu as la lourde responsabilité de clore ce programme aujourd'hui, Solomoni. Alors, c'était le Gestor Show. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va parler des pains avec Mr. Willis. On aura une nouvelle coupe avec Miss K et toujours MC Esson pour vous donner de la bonne humeur. Allez, la famille, prenez soin de vous, que les ancêtres vous gardent. Bye bye, à vendredi prochain. Ciao.